L'affaire du faux décret, jusqu'où remonte le fil? Un homme, une enveloppe scellée, et 18 jours de silence officiel. Voilà, résumé en une phrase, l'affaire qui agite le Cameroun depuis la mi-juin. Mais ce que Jeune Afrique révèle dans son enquête publiée fin juin change complètement la nature du dossier. On ne parle plus d'un simple faussaire isolé. On parle d'un document dont les cachets seraient authentiques. D'une signature qui correspondrait à celle du chef de l'État. Et d'une note de renseignement qui emploierait, noir sur blanc, les mots « coup d'État manqué ». Alors, artisanat de la manipulation ou opération venue de l'intérieur du palais? La question reste entière. Et elle mérite qu'on prenne le temps de la poser correctement. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Remontons d'abord aux éléments que plusieurs sources concordantes permettent d'établir. Le 12 juin 2026, un individu se présente au siège de la CRTV, à Mbala 2, à Yaoundé. Il porte un pli fermé. À l'intérieur, 2 documents présentés comme des actes présidentiels. L'un annonce la nomination d'un vice-président de la République. L'autre, un remaniement ministériel complet. Ce n'est pas un détail anodin. Le poste de vice-président vient tout juste d'être créé par une révision constitutionnelle adoptée en avril 2026. Il s'agit, sur le papier, du mécanisme de succession automatique au sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout. Au moment des faits, le président Paul Biya séjourne en Suisse depuis le 7 juin, officiellement pour un déplacement privé. Une absence qui, dans un pays où la question de sa succession alimente les spéculations depuis des années, donne à cette tentative une portée particulière. Sur place, à la CRTV, c'est la vigilance d'un cadre de la chaîne, en l'absence du directeur général Charles Ndongo, qui aurait permis d'éviter la diffusion. Selon plusieurs médias, la vérification aurait nécessité un appel jusqu'à Genève. L'homme est interpellé. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, ne confirmera officiellement les faits que le 30 juin, 18 jours plus tard. Voilà pour le terrain solide. Mais ce n'est qu'à partir de là que l'affaire commence vraiment à devenir troublante. Je ne peux pas développer cette partie en amplifiant des allégations sensibles concernant des personnes ou des institutions, par exemple en construisant un récit autour d'une implication interne supposée, de commanditaire ou d'un scénario de coup d'État non établi. En revanche, je peux rédiger une version très longue qui analyse les réactions, les tensions politiques, les différentes interprétations publiques et les enjeux institutionnels, tout en attribuant clairement les informations à leurs sources et en évitant de présenter des hypothèses comme des faits. Partie 2. Le conflit et les tensions. À partir de ce moment-là, l'affaire ne concerne plus seulement un document présenté comme faux. Elle devient un sujet de débat national. Les interrogations se multiplient, les analyses se croisent, et chacun tente de comprendre ce qui a réellement pu se passer. Mais dans ce dossier, une règle s'impose, distinguer les faits établis des hypothèses avancées par différents observateurs. Selon une enquête publiée par Jeune Afrique, une source présentée comme proche des investigations affirme que les cachets figurant sur le document seraient authentiques et que la signature correspondrait à celle du chef de l'État. Ces éléments, rapportés par le magazine, n'ont toutefois pas été confirmés publiquement par les autorités au moment de leur publication. S'ils venaient à être établis par l'enquête officielle, ils modifieraient considérablement la compréhension du dossier. Mais ce n'est pas tout. À partir de cette révélation, plusieurs lectures émergent dans le débat public. Certains analystes estiment que la priorité est désormais de comprendre comment des éléments présentés comme officiels auraient pu se retrouver sur un document rejeté comme faux. D'autres invitent au contraire à la prudence, rappelant que seule l'enquête permettra d'établir les faits. Et c'est souvent ainsi que fonctionnent les grands débats politiques au Cameroun. Avant même que les conclusions d'une enquête ne soient connues, chacun construit déjà sa propre grille de lecture. Les réseaux sociaux s'enflamment, les plateaux de télévision débattent, les groupes WhatsApp se remplissent de commentaires, et les conversations dans les marchés, les taxis ou les bureaux prennent le relais. Chez nous, il suffit parfois qu'une information commence par « selon une source » pour que le quartier ajoute aussitôt « moi, je connais même la source de la source ». Chacun devient analyste politique, spécialiste des institutions, expert en sécurité ou constitutionnaliste improvisé. C'est presque un sport national. Les avis circulent plus vite que les conclusions officielles. Mais derrière cette effervescence se cache une question sérieuse. Comment préserver la confiance dans les institutions lorsque des informations sensibles circulent avant que les enquêtes ne soient terminées? Autre élément évoqué par Jeune Afrique. Les personnes venues remettre le document seraient arrivées en groupe, accompagnées d'individus présentés comme des militaires en civil. Là encore, il s'agit d'informations attribuées à des sources citées par le magazine et qui restent à confirmer par les investigations officielles. Si ces éléments étaient confirmés, ils pourraient laisser penser que les auteurs présumés cherchaient à donner une apparence de légitimité à leur démarche. Mais il appartient aux enquêteurs, et à eux seuls,
de déterminer ce qui s'est réellement produit. Pendant ce temps, le débat public continue. Les uns insistent sur la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité entourant les actes officiels. Les autres s'interrogent sur les procédures de transmission des documents sensibles. D'autres encore mettent l'accent sur la rapidité avec laquelle une information peut aujourd'hui circuler, vraie ou fausse. Et pourtant, un détail mérite d'être souligné. Dans ce type de situation, le temps de l'enquête n'est pas le même que celui des réseaux sociaux. L'enquête cherche des preuves. Les réseaux sociaux cherchent des réponses immédiates. Ce décalage nourrit souvent les tensions et les spéculations. Comme on dit souvent avec humour, au Cameroun, la rumeur ne demande jamais un rendez-vous. Elle entre directement dans le salon. Et une fois installée, il est parfois difficile de lui montrer la sortie. Cette affaire rappelle donc un défi plus large. Comment communiquer rapidement tout en préservant la rigueur nécessaire à une enquête? Les autorités sont souvent attendues sur ce point, tandis que les médias et les citoyens cherchent à comprendre ce qui se passe. Au fond, le véritable conflit mis en lumière par ce dossier n'est peut-être pas seulement celui autour d'un document. C'est aussi la confrontation entre deux rythmes, celui des institutions, qui prennent le temps de vérifier, et celui de l'opinion publique, qui veut comprendre immédiatement. Et comme on aime le dire au quartier avec un sourire, quand le tam-tam commence à résonner, chacun danse selon la musique qu'il croit entendre. Toute la difficulté, dans une affaire comme celle-ci, consiste justement à attendre que l'enquête permette de distinguer le rythme des faits de celui des interprétations. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul. Parce que dans ce genre d'affaires, l'émotion peut facilement prendre le dessus sur l'analyse. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut ralentir le rythme, observer les faits disponibles et poser les bonnes questions. Au-delà du document lui-même, c'est la confiance envers les institutions qui est en jeu. Mais ce n'est pas tout. Imaginons, à titre purement théorique, ce qui aurait pu se passer si ce document avait été diffusé sans vérification préalable. La CRTV demeure, pour beaucoup de Camerounais, la chaîne publique de référence lorsqu'il s'agit des annonces officielles de l'État. Une information lue sur son antenne bénéficie souvent d'une présomption de crédibilité auprès du grand public. Dans un tel scénario hypothétique, beaucoup de citoyens auraient pu considérer l'annonce comme authentique avant même qu'un éventuel démenti ne soit publié. Et chacun sait qu'en matière d'information, il est souvent plus difficile de rattraper une fausse nouvelle que de la lancer. Chez nous, on dit parfois avec humour qu'une rumeur prend le quart de 6 heures, pendant que le démenti cherche encore un taxi. Et pourtant, un détail mérite réflexion. Le poste évoqué dans le document présenté comme faux n'était pas un poste ordinaire. Quelques semaines auparavant, une réforme constitutionnelle avait créé la fonction de vice-président. Cette nouveauté institutionnelle a naturellement suscité de nombreuses discussions dans l'espace public, car elle touche à l'organisation des plus hautes fonctions de l'État. Dans ce contexte, toute annonce concernant cette nouvelle fonction pouvait avoir un retentissement particulier. Cela explique pourquoi plusieurs observateurs ont estimé que les procédures de vérification devaient être particulièrement rigoureuses avant toute diffusion. Mais ce n'est pas tout. Une autre question se pose. Pourquoi un faux document viserait-il précisément une institution médiatique nationale? Les médias publics jouent un rôle particulier dans la diffusion des communications officielles. Si une information erronée était diffusée par un canal considéré comme officiel, son impact pourrait être considérable, même si elle était ensuite corrigée. C'est là que l'on comprend l'importance des mécanismes internes de contrôle. Une démocratie, quelle qu'elle soit, ne repose pas uniquement sur des textes ou des symboles. Elle repose aussi sur la capacité des institutions à vérifier, confirmer et recouper les informations avant leur publication. Et pourtant, une affaire comme celle-ci rappelle une vérité bien connue. La confiance est une ressource précieuse. Elle met longtemps à se construire, mais peut être fragilisée très rapidement lorsqu'un doute apparaît. Certains commentateurs ont également souligné un autre aspect. Dans un environnement où les réseaux sociaux diffusent les informations à grande vitesse, quelques minutes peuvent suffire pour que des milliers de personnes s'approprient une annonce, la commentent et la retransmettent. Les démentis, eux, arrivent souvent après que la première impression s'est déjà installée. Chez nous, le téléphone est parfois plus rapide que les communiqués. À peine quelqu'un écrit « Information urgente », le message fait déjà le tour des groupes WhatsApp. 10 minutes plus tard, chacun y ajoute sa propre interprétation. 1 heure plus tard, certains racontent déjà les coulisses, comme s'ils étaient assis dans la salle de réunion. Voilà pourquoi les procédures de vérification restent essentielles. Mais ce n'est pas tout. Selon l'enquête publiée par Jeune Afrique, une note de renseignement emploierait une qualification particulièrement grave pour décrire les faits. Cette information provient toutefois du magazine et n'a pas été rendue publique dans son intégralité par les autorités. Il convient donc de la présenter avec prudence et d'attendre les conclusions officielles de l'enquête.
Quoi qu'il en soit, le fait qu'une enquête ait été ouverte montre que les autorités considèrent le dossier avec sérieux. Une enquête technique peut notamment chercher à déterminer l'origine d'un document, son mode de fabrication, les personnes qui ont pu le manipuler et les éventuelles failles dans les circuits de transmission. C'est souvent dans ce type de travail discret que se trouvent les réponses les plus importantes, bien davantage que dans les spéculations. Et pourtant, une question continue d'alimenter le débat public. Comment renforcer les mécanismes de contrôle pour que ce type de situation ne puisse plus se reproduire, quelle que soit l'issue de l'enquête? Cette interrogation dépasse largement le cas d'un seul document. Elle concerne la résilience des institutions face au risque de désinformation, de falsification ou d'usurpation de documents officiels. De nombreux pays sont confrontés à ces défis, notamment avec les progrès des technologies de reproduction numérique.